À la une, Saint-Pierre sur le pont. Les quelques 4000 électeurs inscrits dans les 6 bureaux de vote se sont déplacés en masse pour le premier tour des municipales partielles. Comment s'est traduite l'affluence? Dans quel état d'esprit se trouvaient les candidats? Le point dans ce journal. Et ils étaient nombreux également, ces Martiniquais venus nettoyer le littoral de l'île. En écho à la journée de l'eau et dans le cadre de la 9e édition Opération Pays Propre ce dimanche, la mangrove de la Pointe-Courchès s'est refaite une beauté. Le garage Bulliard cherche un repreneur. La société est sur le déclin suite au départ du gérant de la structure pour cause de maladie. Dans l'attente, l'entreprise, véritable patrimoine du tissu économique local, survit tant bien que mal. Se promener, non en regardant devant soi, mais en regardant le ciel. Pourquoi pas? L'association Rando sans frontières proposait aujourd'hui sur le circuit de Trou-Cochon une randonnée avec une initiation au cerf-volant. Bonsoir, ravi de vous accompagner pour cette heure d'information. Débutons ce journal avec l'actualité politique du jour, le premier tour des municipales partielles de la ville de Saint-Pierre. Saint-Pierre où le dépouillement a commencé depuis près d'une heure. Dès ce matin, 8 h, les 4028 électeurs inscrits dans les 6 bureaux de vote se sont déplacés en masse. À 18 h, heure de fermeture des bureaux, le taux de participation était de 69,66%. Preuve de cette mobilisation, les bureaux de vote n'ont pas désempli toute la journée. Fanny Marceau et Guillaume Bacoul. Silence et patience. Depuis 8 h ce matin, les bureaux ne désemplissent pas. Ici, à l'école maternelle où cohabitent les bureaux 5 et 6, difficile de maintenir la discipline. Mais malgré la chaleur et l'affluence, les Pierrotins ne renoncent pas à leur devoir civique. Tout se passe très bien. On n'a pas arrêté depuis ce matin. Ça vote. 642 inscrits ici, plus de 800 dans la salle d'à côté. Le quartier Mouillage qui vote dans cette maternelle s'est largement mobilisé à l'instar du quartier de l'école Philémon-Montout où sont installés les bureaux 2 et 3. Il y a 705 inscrits, voilà. Donc actuellement, on a environ 300 personnes qui ont déjà voté. Donc ça fait quand même une participation très importante dans la matinée. Une participation surveillée de près, l'élection a beau se faire dans un calme relatif, les tensions sont là. Dans chaque bureau, même le plus petit ici, avec seulement 374 inscrits, les candidats ont posté des yeux et des oreilles. Regardez le déroulement, le bon déroulement du vote. Et en l'occurrence, faire l'observation au président et qui le consigne sur le procès-verbal. Mais en temps d'élection, il n'y a pas que les procédures et les observations, il y a aussi beaucoup d'émotions, de méfiance et même de défiance. Tout le monde, c'est mon qui finit par les voir actuellement. Parce que mon relais pour un tel passant là tel. Moi là, pas yo dit ni mon qui me dit yo, mais c'est moi moderne gérant. Entre parenthèses, sur le Béron qui dit ça. Merci. Une tension qui ce soir sera cristallisée à l'hôtel de ville. Premier bureau, pas le plus important du haut de ces 608 inscrits, mais celui vers qui ce soir toute l'attention sera portée. C'est le bureau qui va proclamer le résultat final. Du coup, ça vous rajoute une pression particulière? Non, pas spécialement, oui. Peut-être au niveau du dépouillement et voilà. Un dépouillement qui promet d'être suivi de près. Dernier épisode, peut-être, d'une série aux multiples rebondissements. Et ce matin, pendant que les habitants de Saint-Pierre scellaient le sort des 3 têtes de liste, Raphaël Martin, le maire sortant, Eliane Sesto-Gustave et Christian Raffa, l'heure était à la concentration. Mais tous pensaient à une seule chose, une victoire sans appel. Hélène Renaud. Le compte à rebours a démarré pour les 3 têtes de liste. Ce matin, Christian Raffa du parti régionaliste martiniquais se félicite de la forte mobilisation des électeurs. C'est déjà une première victoire pour nous d'avoir rétabli la démocratie et le sentiment de confiance de nos électeurs à Saint-Pierre. Saint-Pierre est une ville où généralement il y a beaucoup d'abstention. Et ce soir, je pense que le résultat sera à la hauteur de nos attentes, c'est-à-dire que les Pierrotins se seront fortement mobilisés pour désigner véritablement des élus légitimes à la tête de leur ville. Quelques kilomètres plus loin, dans un autre bureau de vote, le maire sortant serre les dernières mains avant les premiers résultats. Le but, tenter de convaincre les électeurs de sa bonne foi face aux accusations d'irrégularités électorales. Une opération séduction armée de sa cravate et même de sa ceinture aux couleurs de son parti. La couleur rouge, c'est la couleur de la victoire. La population pierrotine est décidée à défendre sa victoire. La victoire qu'on a cherché à nous voler
le 23 mars 2014, aucun tribunal, aucun conseil d'État, aucune opposition, aussi puissante soit-elle, ne peut remplacer le peuple. Eliane Sesto-Gustave, elle, joue la carte de la discrétion. Loin du brouhaha, c'est chez elle, en famille, qu'elle décide d'attendre les résultats. Ses colistiers sont chargés de faire le dernier tour des bureaux de vote. C'est nous qui avons été lésés dans cette affaire et nous avons toujours gardé la même ligne de conduite, nous sommes restés calmes, à attendre sereinement ce qui va se passer. Vous savez, tout a été planifié, nous savons bien ce que nous faisons et donc nous n'allons pas changer notre manière de faire. Qui va remporter la mairie de Saint-Pierre pour 5 ans? Chacun veut croire à sa victoire. Si aucune liste ne remporte la majorité absolue, le second tour est prévu dimanche prochain, le 29 mars. Et toute la rédaction d'ATV est mobilisée pour vous faire vivre cette soirée électorale. Priorité au direct dans ce journal tout au long du dépouillement. Et chez nos voisins de la Guadeloupe qui votaient quant à eux pour les départementales, à 17h, 1 heure avant la fermeture des bureaux de vote, le taux de participation pour ce premier tour était estimé à 35,61%. Une mobilisation de la population qui reste très contenue. Refermant momentanément ce chapitre politique pour mettre la lumière sur la 9e opération Pays propre. En écho à la Journée mondiale de l'eau, depuis vendredi, près de 550 participants, salariés d'entreprises, fonctionnaires ou bien encore élèves, ont passé au peigne fin le littoral martiniquais. Ils ont ramassé les détritus qui jonchaient les plages de l'île. L'objectif, sensibiliser petits et grands à la réduction de déchets. Aujourd'hui, ils se trouvaient dans la mangrove de la Pointe-Courchet. Au François, Isabelle Ferrière. Là, il y a quand même énormément de déchets du coup et j'imagine qu'il y a plusieurs allers-retours qui sont prévus. Bilan sur la collecte de déchets de la matinée. Les sites nettoyés se trouvent surtout côté Atlantique, une zone où la mer charrie plus d'ordures qu'ailleurs. Il s'agit de faire le ménage, mais également de sensibiliser. Une fois qu'une personne a participé et s'est investie dans cette opération, elle n'aura plus envie de jeter les déchets n'importe où. Et surtout, quand elle verra quelqu'un le faire, elle aura tendance à lui dire non, il faut plus jeter, il faut avoir un comportement plus responsable par rapport aux déchets. 9e édition de l'opération et toujours plus de bénévoles. Cette année, ils sont 550. Des scolaires, des riverains, des entreprises, tous sont mobilisés. En 3 jours, 20 tonnes de déchets ont été ramassés. Beaucoup de bouteilles d'eau, des vieux bidons, pas mal de choses qui ont été ramenées par l'eau et qui, quand l'eau s'est retirée, qui sont restées bloquées dans les racines des mangroves. On a aussi ramassé beaucoup de gros sacs poubelles qui ont été laissés par des gens avec pas mal de bouteilles de champagne, tout genre, des piles, des chaussures. Pouvoir ramasser les ordures, les déchets que malheureusement d'autres personnes ont laissés. Donc pour nous c'est naturel d'être venus. Il fallait qu'on soit là, parce que nous sommes des jeunes assez consciencieux. C'est la 3e fois que nous participons à cette opération. Donc nous avons commencé l'an dernier, nous étions au Diamant et donc on était à peu près une quinzaine. Depuis sa création en 2010, la manifestation Pays propre a permis de récolter 68 tonnes de déchets grâce au travail de 1700 bénévoles. Plein feu maintenant sur le garage Bulliard, une entreprise considérée comme l'une des plus grandes de la Caraïbe, une structure qui a fait les beaux jours de l'univers de la mécanique automobile. Aujourd'hui, si la société ne trouve pas très vite un repreneur, elle disparaîtra. La santé déclinante du propriétaire Alexandre Bulliard a entraîné une baisse des activités. Portrait ce soir de ce véritable patrimoine du tissu économique local, Loïc Régis. Au rang des fidèles, il y a Claude. Cela fait 40 ans qu'il confie ses véhicules au garage. L'entreprise Bulliard se trouvait alors à Châteauboeuf. Pour lui, hors de question d'aller ailleurs. C'est le garage Bulliard qui m'a amené l'auto, c'est là que m'a amené l'auto. Pourquoi? Parce que mon travail est compétent. 4000 m², 5 ateliers, bureaux, le garage Bulliard est l'un des plus grands de la Caraïbe et même de France. Une petite usine comme disent les employés. Certains travaillent ici depuis près de 30 ans et restent optimistes quant au futur de l'entreprise. C'est beaucoup dur parce qu'on est ici, on est une bande de copains et on sait ce qu'il y a à faire et ce qu'il faut faire pour permettre à l'entreprise d'évoluer. Les dernières années n'ont pas été de toute tranquillité. Le départ d'Alexandre Bulliard en 2010 est le premier coup dur. Un responsable provisoire est nommé pour assurer la gestion en décembre 2013. Pour faire face à la baisse de l'activité, le garage est ensuite placé en redressement judiciaire en septembre 2014.
Dernier épisode en date, le tribunal mixte de commerce autorise la cession du fonds de commerce. 30 employés sont concernés, mais pour l'heure, aucune offre concrète de reprise n'a été formulée. Il y a des repreneurs qui se sont manifestés par appel téléphonique, mais il n'y a pas encore eu de repreneurs qui sont venus et qui ont eu des contacts avec nous. Quoi. Rien de concret. Rien de concret. Quoi. En moyenne, 150 véhicules sont traités ici chaque mois. Alexandre Bulliard était le catalyseur de cette entreprise. Malade, il s'est mis en retrait des affaires depuis 5 ans. Restons dans le monde entrepreneurial avec la 5e édition de la Semaine nationale de l'industrie. Cette année, elle débute dès demain et ce jusqu'au 27 mars prochain. Pour en parler, nous recevons ce soir Hervé Tousset, président de l'association martiniquaise pour la promotion de l'industrie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, l'édition 2015 de cette Semaine de l'industrie a pour volonté de renforcer l'attractivité du secteur de l'industrie et de ses métiers auprès des jeunes et des demandeurs d'emploi dans un premier temps. Pourquoi cibler ces profils au lieu de renforcer les liens déjà tissés avec les professionnels ? Tout simplement parce que les jeunes, c'est l'avenir de la Martinique et nous avons effectivement besoin de cette population non seulement pour renforcer nos effectifs, mais aussi pour, je dirais, les familiariser avec nos produits, les produits de l'industrie locale. Alors justement, on parle de promouvoir l'industrie dès l'école, dès le plus jeune âge. De quelle manière le secteur s'engage-t-il déjà pour, on va dire, insuffler force et courage et persévérance à tous ces jeunes ? Déjà, dans le cadre d'une convention avec le Premier ministre, nous avons recruté en 2014 50 jeunes dans nos entreprises. Ces 50 jeunes qui rentrent pleinement dans l'industrie. Et puis, maintenant, il faut effectivement ouvrir ces industries à cette jeunesse pour leur montrer les métiers que nous faisons, qui sont des métiers nouveaux, qui sont des métiers ouverts vers l'avenir, donc avec des technologies nouvelles et donc qui nécessitent des formations importantes. Alors, comment voyez-vous cela en parallèle? La région Martinique a lancé un programme pour encourager le retour des jeunes diplômés expatriés dans l'île. Le programme Migration Retour, vous en avez certainement entendu parler. Que pensez-vous de ce dispositif? Il est très intéressant dans la mesure où il permet effectivement à des jeunes de revenir, mais encore faudrait-il que nous leur montrions l'avantage qu'ils ont à revenir dans nos entreprises et à pérenniser l'activité. Et en ce sens, donc, c'est une très belle opération initiée par le Conseil régional. Alors justement, l'heure est à la promotion de l'industrie. Vous le faites très bien depuis ces quelques minutes. Mais comment va-t-elle cette industrie? Est-ce qu'elle est en bonne santé? L'industrie, elle a la santé qu'à l'économie martiniquaise, c'est-à-dire, pas tout à fait comme ce qu'on vient de voir dans les images qui précèdent, mais l'avantage, c'est que nous avons des entreprises qui arrivent à s'adapter au marché, donc qui arrivent à diminuer leur activité quand la demande diminue, mais il ne faut pas que ça dure, quoi. Il faut que ça reprenne et je crois que le contexte actuel veut que ça reprenne avec les nouveaux programmes européens qui démarrent. Alors, quels seront les temps forts de cette semaine qui débute dès demain jusqu'au 27? Le premier temps fort, c'est bien sûr l'inauguration à la Brasserie Lorraine, qui est un des fleurons de l'industrie martiniquaise. Et puis, tout au long de la semaine, des entreprises qui vont ouvrir leurs portes à ces jeunes de collège et de lycée. Et nous avons effectivement des conférences, une conférence adressée donc à nos chefs d'entreprise pour le démarrage des programmes européens dès demain. Et donc d'autres conférences sur les nouvelles technologies, l'industrie agroalimentaire. Et il y a également un concours destiné aux jeunes en BTS et ceux de l'Université des Antilles également. Des concours qui permettent aux jeunes effectivement de se familiariser et de se lancer et de sensibiliser aux activités industrielles. Hervé Tousset, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Restez avec nous en attendant, dans quelques instants, coup de projecteur sur le business du zen qui a tenu salon à Madiana ce week-end. Puis découverte ce soir de la nouvelle exposition de l'artiste peintre Lily Combe. Exposition à voir dans un lieu tout à fait inédit, non dans une galerie, mais chez un particulier.
Mais avant, direction la Guadeloupe pour continuer où des peluches ont été soignées par des étudiants en médecine. L'idée peut paraître étrange, mais la scène a bien eu lieu cette semaine dans le gymnase du campus de Fouillol. La première édition de l'hôpital des nounours a été relayée dans l'île Sœur. Il s'agit de permettre aux tout petits de vaincre leur peur du milieu médical. Une opération de santé pédagogique et ludique coordonnée par l'association Médic West Indies et l'association nationale des étudiants en médecine de France, Linda Kayarsi. Dans cet hôpital des nounours, les urgences sont débordées. Winnie, Rada et leurs amis à poil ne vont pas très bien. Pourquoi il est là alors ton nounours? Il a mal à la tête. Il a mal à la tête? Depuis quand il a mal à la tête? Depuis hier. On essaye de lui faire préciser les symptômes, quand ça a commencé, quand ça s'était, est-ce que c'est tout le temps, puis après on essaye de poser le diagnostic. Comme à l'hôpital des humains, les nounoursologues auscultent et prescrivent des médicaments. Alors, comme symptôme, Rada a mal au ventre. Il a une gastro, donc on va lui faire une petite vaccination. T'as un petit peu peur pour ton nounours ou pas? J'ai pas peur. Tu te sens rassurée? Oui. Nous, au niveau du service infirmier, on fait tous les soins, à savoir les pansements, les injections, les vaccins, les prises de sang. Si certaines peluches s'en sortent simplement avec des petits bobos, d'autres au contraire doivent subir de grosses interventions chirurgicales. Le masque à oxygène, tiens bien fort, d'accord? Ensuite, on lui fait la piqûre pour l'endormir. Ça s'appelle l'anesthésie. À l'hôpital des nounours, tout est fait pour réduire l'angoisse et l'appréhension des enfants lors d'une hospitalisation ou de soins ultérieurs. C'est-à-dire que les enfants, en général, à l'hôpital, c'est quelque chose de vraiment difficile pour eux. Il n'y a pas maman, il n'y a pas papa. Parfois, c'est à distance. Donc nous, notre but, c'est vraiment de leur expliquer comment ça se passe, comment ça fonctionne, de les mettre en condition si ça doit arriver et leur parler d'expériences qui sont peut-être déjà arrivées aussi. Et l'hospitalisation, ça fait partie d'un domaine qui les touche particulièrement parce qu'il y a beaucoup d'enfants malades dans ce quartier qui ont déjà été hospitalisés ou subi des urgences. Donc de là, c'est un moyen de leur permettre de mettre des mots sur ce qu'ils ont vécu, de mettre des mots sur ce qu'on leur a fait. À la fin de la matinée, tous les nounours ont été soignés. Ils peuvent rentrer à la maison, guéris et tout sourire. En revenant en Martinique, toujours au chapitre éducation, avec la deuxième et dernière phase du championnat scolaire d'échecs. Ce matin, 175 candidats répartis dans 3 catégories se sont affrontés dans des matchs de 15 minutes. Organisés par la Ligue d'échecs de Martinique, 22 établissements ont participé à l'événement. Objectif, atteindre la finale qui se déroulera en hexagone au printemps. On écoute à ce propos les entretiens réalisés par Isabelle Ferrière. Tu dois mener une stratégie pour arriver à gagner ton adversaire. Et c'est vraiment ce qui est intéressant en fait, c'est le processus que tu vas employer du début à la fin de ta partie pour gagner. Au début, ça fait peur quand tu entends que tu vas te confronter à des plus grands que toi, comme des CM2. Même s'ils sont plus grands, ça ne veut pas dire que tu vas perdre. Peut-être qu'on peut gagner. C'est des recherches qui ont prouvé les enfants donc, qui pratiquent le jeu d'échecs, qui jouent, qui étudient le jeu d'échecs ont les meilleurs résultats scolaires. Les échecs apportent énormément, développent des capacités mentales, développent la concentration, ce qui est très important, développent la maîtrise de soi, c'est-à-dire la maîtrise des émotions. Immergeons-nous maintenant dans l'univers de la zen attitude. Se sentir mieux dans sa peau, apprendre à utiliser des plantes et des produits naturels. C'est ce que proposait ce week-end le salon Zen Attitude Expo. Les stands écolos côtoyaient ceux de médecine alternative. Élodie Toto et Julien Goudichou. Apprendre à être bien dans sa tête, son corps, mais aussi dans son environnement. C'est le credo du salon Zen Attitude Expo. Les différentes techniques se succèdent. Pour Nadia, ce bien-être passe par le massage. C'est très agréable et aussi très original par rapport à d'autres types de massages. Ça valait vraiment le coup de découvrir. Alors, ce sont des massages relaxants qui permettent d'être déstressés, c'est-à-dire on appuie, on peut sur les points d'acupuncture, mais avec les doigts, l'acupression.
Et ça permet à la personne de ressortir détendue, calme, reposée, avec moins de douleur et de nœuds dans le dos. Et quelqu'un qui dormira bien ce soir. Dans ce salon, les soins sont naturels, mais le langage est plutôt technique. Donc le cheveu a déjà été dépollué, a déjà retiré tous les résidus de pétrochimie, de surgraissage et glycérine. Une sémantique dans laquelle les initiés se retrouvent. Ce que je cherchais, c'est à ne plus utiliser de produits comportant des dérivés du pétrole et du silicone. Je suis venue chercher des techniques sur un peu équilibrer mes énergies. Ces 20 dernières années, le marché du bien-être a explosé. Un succès sur lequel l'organisation entend bien surfer. J'entends bien ce qui se passe autour. Il y a effectivement beaucoup de gens qui ont envie d'être mieux, de se sentir mieux. Et il n'y avait pas vraiment de salon sur ce thème du mieux-être. Et puis d'associer aussi la combinaison bio-écologie, parce que de plus en plus, on voit autour de nous qu'il y a des produits bio qui se développent et que ce sont des produits qui arrivent de plus en plus, même dans les grandes surfaces. Et les clients sont prêts à mettre la main dans le portefeuille. Ça peut aller dans une fourchette de 50 quand même, je peux mettre jusqu'à 70 €. Une personne qui vient faire la dépollution, c'est entre 80 et 120 €. Le bien-être, un marché lucratif. L'année dernière, il aurait généré plus de 37 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et cette information pratique, en bref, loin de vous permettre de vous sentir apaisé, notez que la circulation des véhicules sera alternée sur la départementale 13, au carrefour de la Ménard, à partir de demain, et ce jusqu'à jeudi. Travaux en raison de la mise en place d'une glissière en béton. Le respect de la signalisation ainsi que la prudence sont bien évidemment recommandés. Un bol d'air frais pour continuer à apprendre à découvrir ou pas le cerf-volant après une bonne marche à pied. C'est ce que proposait l'association Rando Sans Frontières aujourd'hui sur le circuit Trou-Cochon au Vauclin. Une randonnée qui a rassemblé de nombreux amoureux de ce jouet d'antan qui retrouve ses lettres de noblesse. Julien Goudichaud et Elodie Toto. C'est au terme d'une heure de randonnée que ce groupe d'une quarantaine de personnes rejoint les locaux de l'association Alliance et Tradition. Quelques étirements, un rafraîchissement et le cours de Georges, président du club cerf-voliste martiniquais, peut commencer. Au programme, la fabrication d'un cerf-volant. Pourquoi je mets le fil? Pour tenir les bâtonnets. Alors je fais plusieurs tours, des tours à gauche, des tours à droite. Petits et grands sont attentifs et tous suivent pas à pas l'élaboration de l'oiseau. Le cerf-volant, une tradition ancestrale que Bernard Bolosier veut faire revivre. Un jeu ludique qui fait corps avec la nature. Nous avons constaté que ce cerf-volant a tendance à disparaître, sinon à oublier. Nous n'avons pas à cette époque-là, les années 1900, on n'avait pas beaucoup de possibilités. Pour avoir des jouets, c'était comme le cerceau, c'était comme les billes. L'imagination était en fait des choses pour pouvoir s'en occuper. Le public quand même souhaite retrouver ces possibilités qui permettent de se rencontrer, d'être au contact avec la nature. Le cerf-volant est terminé, on va faire l'essai sous le terrain là. Place à l'action. Le terrain se transforme en cour de récréation et une dizaine de cerfs-volants prennent place dans le ciel vauclinois. De toutes les tailles, de toutes les couleurs et tous faits maison. La récompense d'un travail de précision. Elia, 6 ans, n'a pas raté une miette du cours. On utilise un filet, une aiguille pour mettre le fil carbonisé dans le cerf-volant. Il faut faire 2 nœuds et un nœud de sécurité. Toutes les générations sont concernées et dansent au rythme de leur nouveau jouet. Une grande première pour la plupart d'entre eux et un vent de poésie règne sur ces bords de mer. C'est magnifique. Et en chaque adulte, il y a un enfant qui sommeille. Je ne pensais jamais qu'à mon âge, je me serais retrouvée à faire du cerf-volant. Si ma fille me voyait. Je trouve le cerf-volant, c'est génial. Il avait fait voler comme si c'était un oiseau dans le ciel. Le 12 avril, le club cerf-voliste martiniquais se réunira au Malécon pour y faire voler toutes leurs nouvelles créations. Voilà une bonne idée pour terminer ces fins de semaine. Terminons ce journal avec la nouvelle exposition de la peintre Lily Combe. L'artiste propose près d'une quarantaine de toiles, principalement à l'huile, très colorées, représentant des paysages ainsi que des personnages oniriques. Seul un public restreint et trié sur le volet a la possibilité de découvrir les créations. L'exposition se situe non dans une galerie, mais chez un particulier, Isabelle Ferrière. Des tableaux exposés sur les murs de la chambre à coucher. Pour faire connaître son travail, l'artiste Lily Combe a organisé une exposition originale chez un particulier. Une démarche qui n'est pas une première pour le peintre.
Ma meilleure amie a exposé mon travail chez elle et a invité des gens et ça s'est très bien passé. Du coup, je dois dire que c'est une approche qui me convient très bien. Ça me permet de rencontrer les gens et d'avoir un échange très intime. Ces toiles, le plus souvent à l'huile, dévoilent un univers poétique, empli de personnages et de paysages oniriques. Un style naïf, très coloré, qui se marierait bien avec la culture martiniquaise. J'ai retrouvé dans les paysages d'ici des contrastes de couleurs que j'avais mis sur mes toiles. Et je me suis dit qu'il pouvait effectivement y avoir un lien entre ma sensibilité et ici, puisque au travers les couleurs, au travers aussi une certaine forme de spiritualité. L'hôte de l'exposition, c'est son compagnon dans la vie, Jean-Michel. Installé de longue date en Martinique, il bénéficie d'un large réseau, un statut qui a également motivé l'opération. Les 40 tableaux sont disséminés aux 4 coins de la maison. L'espace a dû être repensé pour les mettre en valeur. Le problème, c'est qu'on est dans un espace ouvert, c'est pas une maison cloisonnée, style loft, donc il est évident que c'est difficile de trouver des murs pour poser les toiles. Donc il a fallu un peu pousser les murs, créer des lieux où il puisse y avoir plusieurs toiles les unes sur les autres, comme sur certains murs. Alors après, le gros problème, c'est la lumière, parce que cette maison était très intimiste et très mal éclairée. Donc il a fallu mettre des spots un peu partout, qui éclairent directement les toiles. Originaire d'Antibes, Lily Combe prévoit de s'installer en Martinique en avril prochain. Elle recherche d'ores et déjà un endroit où présenter ses œuvres. Galerie, fondation ou bien un autre particulier. À bon entendeur. Et pour vous rendre dans ce lieu inédit afin de découvrir ces pièces, rendez-vous directement sur le site internet de l'artiste lilycombe-art.com. Priorité au direct, l'actualité politique exige. Retour sur les premiers tours des municipales partielles à Saint-Pierre avec Kathleen Villas-Coupette.